Un grand merci. Voilà, oui, je vous en prie. Alors donc, à quel Bien moment sûr. et pourquoi avez-vous décidé de vous tourner vers la politique? Donc là, je vous dis, c'est au terme de ma thèse de doctorat. Euh, J'avais été avant ça président des étudiants et de la Fédération générale des étudiants de l'Université de Mons et représentant des étudiants au conseil d'administration de l'université et euh, j'avais rencontré au conseil d'administration une personnalité qui devint ministre du commerce extérieur durant 14 ans, Robert Urbain, qui m'avait, comment dirais-je, incité à m'inscrire au Parti socialiste, conviction que j'avais, je crois qu'il y a une question à cet égard. Et Bien sûr. initialement, je n'avais pas l'intention de faire de la politique. J'avais l'intention d'être un chercheur scientifique, faire plutôt une carrière académique, compte tenu de mes résultats, grand 10, plus grand 10, etc. Et chemin faisant, en fait, ma vocation de servir l'autre s'est avérée plus forte. Et donc, à un moment donné, entre ma carrière scientifique, académique et une vie politique, j'ai Oui. finalement opté par la vie politique. Voilà. À quelle génération de politique pensez-vous appartenir? J'ai cet avantage formidable, c'est que j'appartiens maintenant certainement à 3-4 générations, puisque je fus ministre le 6 janvier 1992, Oui. ministre de l'Éducation, et dès lors, j'ai connu au fil des années plusieurs générations de femmes et d'hommes politiques. Et aujourd'hui encore, je suis entouré de jeunes femmes et de jeunes hommes qui entrent dans une politique à haut niveau. Et donc, je suis, je dirais, depuis cette époque, de toutes ces générations. Qu'est-ce qui vous fascine dans la politique? Ce n'est pas une question de fascination, c'est une question de vocation. Euh, je ne suis pas fasciné. La politique est un levier formidable, pour autant que vous ayez le pouvoir de le faire, qui est de servir l'autre, d'essayer d'améliorer son sort, d'améliorer son quotidien. Et la politique, c'est ça. C'est l'art de la cité, c'est l'art de, de gouverner pour que, d'une manière générale, les citoyens puissent être plus à l'aise en termes de revenus et plus heureux sur le plan psychologique et sur le plan social. Comment vous êtes-vous retrouvé au PS? Je viens de vous le dire, donc par l'action de Robert Urbain, qui m'avait engagé à m'inscrire au Parti socialiste. Et comme j'étais socialiste, mais je ne m'en rendais pas compte, puisque je savais que je n'étais pas libéral, je savais que je n'étais pas communiste, je savais que je n'étais pas chrétien-démocrate. Voilà, j'étais socialiste, vraisemblablement à cause de mes origines sociales. Je suis né dans le dénouement le plus absolu. J'ai perdu mon père à l'âge d'un an et maman a vécu seule avec 7 enfants sans même avoir une pension les premières années. Et donc on a connu la misère noire et vraisemblablement que sans m'en rendre compte, je me suis retrouvé tout naturellement au PS. Quelle est la valeur ou affinité qu'ils font qu'on choisit cette famille politique? Mais c'est une famille politique qui a pour première priorité l'avènement social des personnes, c'est-à-dire à la fois leur accorder des revenus, leur permettre de se mouvoir dans la vie. C'est le parti qui veut qu'il y ait une émancipation intellectuelle. C'est le parti qui a rendu l'enseignement obligatoire gratuit initialement. C'est le parti de la solidarité. C'est le parti qui a construit la sécurité sociale dont on parle si peu aujourd'hui et qui est pourtant si fondamentale dans la société. Bref,
Voilà, ce sont des valeurs dans lesquelles je me retrouve. C'est aussi la valeur de liberté. Je suis, comme disait Arthur Rimbaud, je suis pour la liberté libre, la liberté absolue, et le Parti socialiste permettant travaillant à l'émancipation intellectuelle, travaillant à l'émancipation sociale, en réalité travaille pour la liberté libre. Parce que certains se gaussent de travailler, de faire en sorte d'accorder la liberté à nos concitoyens, mais si le citoyen, pour diverses raisons, est ignorant, si le citoyen vit en dessous du seuil de la pauvreté, quel est son degré de liberté, son degré de discernement? Il est nul, c'est un peu une poule à qui on dirait vous êtes libre, mais vous irez avec le renard. Le renard mangera la poule. Voilà un peu les valeurs pour simplifier beaucoup mon propos. Qu'est-ce qu'un Ok, c'est très clair. politicien pour vous? Un politicien, c'est un homme qui doit être probe, qui doit être honnête vis-à-vis de soi-même, honnête vis-à-vis des citoyens, qui doit faire le maximum qu'il peut faire pour aider son prochain. Et puis, s'il est reconnu dans son travail, tant mieux. S'il ne l'est pas, tant pis. Moi, je n'ai jamais, par exemple, fait le moindre calcul de carrière. Tout ce que j'ai connu, tout ce que j'ai assumé, je ne l'ai jamais prémédité. J'ai toujours assumé la fonction qui m'avait été assignée et j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Qu'est-il censé incarner? Je viens de vous le dire. Il doit incarner une sorte de référence d'intégrité, d'honnêteté, de disponibilité et surtout d'écoute. Quand lui-même, comme un ministre, n'est pas disponible physiquement tout le temps, il lui faut une équipe et une organisation qui permettent de répondre aux sollicitations des concitoyens. Oui, bien entendu. Qu'est-ce qui sépare le politique de l'homme d'État? Il y a dans le monde politique, je dirais, comme le monde des communs des mortels, il y en a qui se préoccupent de sphères très limitées et d'autres qui se préoccupent d'une manière plus globale. L'homme d'État est non seulement quelqu'un qui se préoccupe de l'ensemble des problèmes d'un pays, voire de l'Europe, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de combattre l'interne de son parti pour faire triompher un caractère raisonnable. L'homme d'État est celui qui va favoriser la nuance, essayer d'expliciter la complexité et non pas y aller par des dictates ou des présupposés ou des idéologies arrêtées. L'homme d'État essaye toujours de se mettre à la place de son interlocuteur, de trouver les compromis les plus honorables possibles pour que l'ensemble de la société puisse avancer. Président d'une famille, je ne sais pas si j'irai jusqu'au 17, vous savez, parce que ça, je vais voir. Président d'une famille politique à de multiples reprises, qu'est-ce que selon vous fait fédérer? Ce qui fait fédérer, c'est la validité, la valeur de vos arguments et l'honnêteté intellectuelle et morale que votre partenaire, votre adversaire vous reconnaît. On peut ne pas être d'accord, surtout dans un pays comme la Belgique, mais il faut fédérer, comment dirais-je, différents éléments si on veut y parvenir. Et puis la question est interne, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a différentes branches? Bien entendu, j'ai présidé le PS durant 20 ans, j'en sais quelque chose. Mais c'est propre aux êtres humains. Il y en a qui se sentent plus régionalistes, d'autres plus proches
d'un État fédéral. Il y en a qui se positionnent comme étant d'une gauche plus extrême, l'autre d'une gauche plus modérée. Il y en a qui se disent socialistes rouges vifs, d'autres qui se disent sociodémocrates. Mais en réalité, ce sont divers positionnements qui relèvent de leur culture, de leur manière d'être, de leur formation, de ce qu'ils pensent être bien. Et un président de parti tient compte de tout ça, respecte chacun et tente de faire comprendre que seuls, quelle que soit leur position, ils ne seraient rien. Et comme disent certains mouvements, ensemble on est tout. Et donc voilà, mon travail a toujours été en interne de fédérer. Quel est votre rapport à l'actualité? Bien entendu, je m'intéresse à l'actualité, mais je n'en fais pas du tout la priorité absolue. Je pense qu'une femme ou un homme politique qui réagit à l'actualité ne dure pas longtemps. L'actualité est changeante, c'est lié à l'humeur comment dirais-je, c'est lié à l'humeur de beaucoup d'éléments. Mais il y a une actualité quand il y a, comme le 22 mars, un attentat, on ne peut pas l'ignorer. Quand il y a des drames qui se produisent, on ne peut pas les ignorer. Mais je ne cours pas du tout après l'actualité. Je dirais, pour prendre une image, je suis plutôt un coureur de fond qu'un coureur de sprint. Après autant de temps, quel est votre regard sur la recherche de la réaction politique? Écoutez, si c'est la recherche par les journalistes, vous voulez dire? Oui, c'est bien ça, oui. Hein, je crois que malheureusement, les journalistes sont tenus par des formats extrêmement réduits. Ça m'a toujours fait un peu sourire quand un journaliste vous dit répondez par oui ou par non. On est dans l'absurde absolu, parce que la société, c'est pas oui ni non. Et ce n'est pas en 20 secondes. Parfois, on me dit, mais dites à 20 secondes ce que vous avez à dire. Ben non, on devrait quasiment écrire des bibliothèques, tellement le monde est complexe. Et donc, personnellement, je réagis peu, voire très peu. Et je dis aux journalistes qui veulent m'interroger que je n'ai pas à réagir. Et deux, que voilà, je ne sais pas mon rôle. Parce que si vous commencez à réagir sur les déclarations de Pierre, Paul, Arthur et Joséphine, vous passez votre vie à réagir, mais moi, je veux passer ma vie à agir ce qui est différent. Que se passe-t-il dans votre esprit lors d'une défaite? Une très grande déception. Je ne l'ai connu qu'une seule fois. J'ai connu beaucoup de succès en 20 ans. J'ai connu une fois une défaite en 2007. Et je la voyais venir pour des raisons très objectives que j'avais analysées avant que l'élection ne se tienne. Donc je m'y attendais, mais ça reste une déception. Deuxième semaine du mois de mars, nos vies basculent dans le Covid. Ben oui, donc ça c'est un drame majeur parce que c'était à la fois inattendu, parce qu'on savait qu'en Chine il y avait un drame, mais la Chine nous paraissait si loin et on avait presque le sentiment que ça se maîtrisait. Et puis on a été surpris par la virulence, la violence du virus, et nous avons beaucoup appris. On a dû bien sûr prendre attitude dans un domaine que nous ne connaissions pas. Le fait que ce virus est contaminant et contamine, le fait que quelqu'un qui est porteur du virus peut, sans le vouloir, tuer son voisin, simplement parce que le virus passe de son corps au corps du voisin. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle parfois certains slogans font preuve d'une grande méconnaissance. Quand certains disent mais on a le droit d'attraper le Covid, on a le droit même de mourir si on veut. Bien entendu, ça personne ne conteste, mais vous n'avez pas le droit
en étant éventuellement porteur du Covid, de contaminer votre voisin. Tout ça, nous l'avons appris chemin faisant. Et c'est vrai aussi qu'on n'imaginait jamais que ça allait durer aussi longtemps. Tout le monde imaginait au début de la pandémie que c'était une affaire de 3 mois. Puis on a Oui. cru que 6 mois après, qu'on disait 9 mois, ça allait être résolu. Et maintenant, il y a les variants. Mais bon, je reste optimiste, mais nous en avons encore pour un certain temps. Qu'est-ce qui vous a permis de faire consensus? Simplement, le comité de concertation, et avant le comité de concertation, c'était le Conseil national de sécurité, toutes les femmes et les hommes politiques, qu'ils soient NVA, socialistes, libéraux, etc., ont fait preuve d'une conscience vraiment exceptionnelle, sans des batailles de particratie. Nous étions tous à la fois consternés par la situation et très conscients des difficultés que vivaient nos concitoyens. Et on a dû prendre des mesures très radicales parce que sinon, le virus se répandait avec alors des drames 10, 15, 20, 100 fois plus importants que ceux que nous avons connus. Au XIVe siècle, avec la peste, il n'y avait rien de tout ça bien sûr, la moitié de la population est morte. Et nous aurions connu exactement la même situation ici. Donc voilà, toutes ces fermetures, toutes ces difficultés que nous rencontrons, ce n'est pas du tout de gaieté de cœur. Je ne connais pas une seule femme et homme politique qui prend plaisir, par exemple, à ne pas rouvrir des cinémas ou à ne pas permettre des activités culturelles ou ne pas rouvrir les restaurants. On voudrait tous pouvoir avoir tous les degrés de liberté, mais seulement si nous le faisons et que la pandémie reprend, que les morts reprennent, que les hôpitaux sont débordés un peu comme on voit pour le moment en Inde, vous voyez le cataclysme que ce serait. Mais donc voilà, c'est ce qui a permis de trouver des décisions, comment dirais-je, des décisions de concertation entre les uns et les autres, consensus. Le regard des autres, qu'est-ce que vous en faites? J'y suis sensible, mais je ne travaille pas en fonction du regard des autres. Je me comporte comme je pense devoir me comporter, et je suis ravi que durant ma vie politique, j'ai très vite été reconnu. Et donc, j'ai connu presque toujours des succès électoraux personnels assez importants. Mais voilà, mais je n'ai pas cherché d'abord à plaire. Je cherche d'abord à travailler. Quelles ont été vos plus belles rencontres? Bon, j'en ai beaucoup. Que ce soit Non Verhofstadt. affilié au PS, hein, ça ne compte pas. Comment? Oui, comment? Non affilié au PS, hein, ça ne Oui, compte oui, pas. bien sûr, mais que ce soit Verhofstadt, que ce soit, et maintenant il est décédé, Jean-Luc Dehaene, avec qui a été mon Premier ministre quand j'étais vice-premier ministre, des gens comme Melchior Watley, donc Melchior Watley père, comme Herman Van Rompuy, comme je l'ai déjà dit, Guy Verhofstadt et d'autres. J'ai toujours eu des relations amicales avec énormément de personnes qui ne sont pas PS. Aujourd'hui, que ce soit Alexandre De Croo ou d'autres membres, je travaille avec une confiance certaine, même si on peut ne pas être d'accord sur les idéologies, mais ça c'est une autre affaire. Et compte tenu de ça, qu'est-ce qui ne manque jamais de vous étonner dans votre rapport avec les citoyens? Est-il? Qu'est-ce qui ne manque jamais de vous étonner dans votre rapport avec les citoyens? Les citoyens, ils ont leurs difficultés quotidiennes que nous devons rencontrer, David, que nous devons rencontrer. Tandis que nous avons une vision plus globale de la société. Donc, ce n'est jamais étonnant que quand vous êtes bourgmestre, par exemple, on vienne de vous parler de la plaque d'égout qui est en face de la porte. Et qu'il faut résoudre au même titre qu'il faut résoudre les grandes questions du pays. Voilà. Donc, ce n'est pas étonnant. Il faut toujours voir dans quelles circonstances vivent
les personnes qui viennent vous voir et leur capacité de discernement. Il y en a pour qui, par exemple, je n'en sais rien, moi, un casse-vitesse est un problème majeur qu'il faut absolument résoudre, ou sinon ils n'endorment plus. Donc voilà, ça fait partie, bien sûr, de la diversité de la vie. Bon, vous êtes créateur du Festival international du film de Mons. Quels Oui. sont vos 5 films préférés? Bon, écoutez, j'en ai beaucoup. Peut-être, je réfléchissais à ça. J'ai bien aimé Birdie, j'ai Oui. bien aimé, je sais pas moi, Dams, par exemple, qui est un film flamand. Euh, les derniers films que j'ai vus, ça fait quand même belle lurette avec la fermeture des cinémas. J'imagine. Ouais. Je n'ai pas de film fétiche, vous savez. Euh, D'ailleurs, je n'ai rien qui est fétiche. Euh, euh, mais je suis allé au cinéma tant de fois dans ma vie qu'à mon avis, j'ai dû voir des milliers de films. Donc voilà. Mais je n'ai pas comme ça. Et bien sûr, il y a des films qui vous ont marqué, comme La Vita est belle, par exemple. Euh, il y a des films de Fellini qui vous marquent. Enfin, voilà, il y a des films qui marquent. Mais dire que ce sont des références, parce que je m'y référerai pour une action, pour une pensée, non. Je consomme les films avec le plaisir de les voir. Et puis aussi avec l'œil toujours critique, je sais comment on fait un film. Hein, et donc, je suis aussi bon public, donc je me laisse aller à l'histoire qu'on me raconte. Hein, mais, par exemple, comment, euh, quand il était sorti, Philadelphia, par exemple, quand il était sorti, que c'était les questions liées au sida, c'était un film où on était restés scotchés tous sur sa chaise, mais je sais comment on fait un film, donc je décortique aussi le film en fonction de ses plans et de la manière avec laquelle c'est réalisé. Alors, Alors, le gouvernement Di Rupo ayant été formé après la plus longue crise politique qu'a connue notre pays, ouais. quel a été votre état d'esprit d'un côté cette ultime consécration et de l'autre le goût amer de la classe politique belge par ce Ben, triste record? d'abord, moi, je n'ai aucun goût amer. C'était compliqué parce qu'en 2010, le PS avait largement gagné à Bruxelles et en Wallonie et la NVA en Flandre. Et bien sûr, c'était deux programmes euh, inconciliables. D'ailleurs, à un moment donné, je l'ai longuement expliqué, on veut me faire concilier l'inconciliable. Et ça n'a pas été conciliable. Donc, durant un an, j'ai travaillé presque tous les jours avec Bart de Wever pour essayer de trouver un chemin, mais ça n'a pas été possible. Et puis, j'ai dû me résoudre à trouver une autre formule, parce que laisser le pays sans solution, c'était donner raison à la NVA, c'était permettre une déchirure politique qui aurait pu nous conduire à une crise de régime et à un éclatement du pays. Donc, mon sentiment, le responsable politique, certains disent d'homme d'État, mais enfin, je ne me sentais pas homme d'État, je me sentais surtout responsable, c'était il faut un gouvernement à notre pays, sans quoi on va vers une aventure gravissime. Et donc ça a pris du temps et j'ai fait des réformes institutionnelles avec 8 partis et un gouvernement avec 6 partis. Voilà. Et finalement, le gouvernement, je crois, a plutôt bien travaillé, avec notamment du côté flamand des résultats électoraux qui étaient meilleurs pour les partis de la majorité que ceux qu'ils furent en 2010. Voilà, je crois que j'ai fait du mieux que je pouvais et je reste convaincu que c'était ce qu'il fallait faire. Et si je devais le refaire, je le referais. Voilà un peu. Et quelle leçon avez-vous tiré en fait de cette période? Ouais, d'abord, il faut une patience énorme, une écoute de tous les instants, parce que nous sommes un pays extrêmement complexe. Nous parlons deux langues avec une très grande difficulté. Les francophones se rendent rarement compte qu'ils sont minoritaires dans ce pays, connaissent très rarement le néerlandais. Les néerlandophones, en revanche, connaissent relativement bien
le français sont majoritaires et à ce moment-là, et encore aujourd'hui, les partis séparatistes, je dis aujourd'hui parce que si on ajoute Vlaams Belang à la N-VA, ils ont quasiment la majorité absolue. Du côté néerlandophone, les séparatistes sont très puissants sur le plan politique. Et dès lors, voilà, c'est une situation très compliquée, des sensibilités différentes, des réalités différentes qu'il faut concilier. C'est le prix du maintien de l'unité de la Belgique. Et pour ça, ben voilà, il faut énormément de patience, de l'imagination, surtout gagner la confiance de vos adversaires politiques. Je le répète pour la deuxième fois, indépendamment des programmes et d'une bagarre politique que l'on peut avoir, il faut que les leaders aient confiance les uns dans les autres quant à l'intégrité morale, quant à l'honnêteté intellectuelle de leurs propos. Pour la dernière question, j'aimerais vous poser une question un peu inédite. Alors, si votre vie était un message, qu'est-ce qu'il dirait? Oh, moi, je dirais, si vous voulez savoir ce qu'on voudrait laisser comme message, c'est ça que vous voulez savoir? En bref, oui. Oui, mais que si quelqu'un passe devant ma tombe, qu'il dise il aura fait du bien. Hein? Ou bien il aura fait le bien. Il aura fait le bien, donc. En tout cas, monsieur le ministre-président, Voilà. merci de nous avoir, je vous en merci de prie. nous avoir accordé cette interview. Passez Voilà. une bonne journée et portez-vous bien. Je vous en prie, au revoir. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.